D'abord, merci à tous ceux qui sont là, notamment aux habitués. Ça nous fait toujours plaisir de voir ce temple passablement rempli. Alors, nous allons écouter notre conférencier, Christian Feller vous en dira, le présentera, et voilà, je crois que nous aurons une très très bonne conférence, et j'en profite pour vous signaler la prochaine conférence. Elle sera donnée par Patricia de Paep, qui est conservatrice du musée de Colmar et qui nous parlera art et religion, de l'image de dévotion à l'œuvre d'art, la place du sacré. Je pense que là aussi, nous aurons une conférence très intéressante. Voilà, Christian, si tu veux prendre ma place. Merci Daniel et bonsoir à tout le monde. Alors, le conférencier Olivier Buxenschutz, je l'ai rencontré ce soir pour la première fois. En fait, je connais son fils surtout, donc c'est le père du fils, quoi. Alors, il y a un bon point, il commence déjà bien, je trouve, parce que c'est le premier conférencier qui, dans sa diapo d'entrée, met une photo du lieu. Merci beaucoup, Olivier. C'est une très bonne idée. Donc, je vais un petit peu raconter qui est Olivier Buxenschutz. Il est directeur de recherche émérite du CNRS. Il travaille à l'École normale supérieure de la rue d'Ulm et il a enseigné dans diverses universités françaises, Paris, Tours et allemandes, Munich, Fribourg. Il est titulaire de 2 doctorats, un doctorat de 3e cycle, puis un doctorat d'État, un doctorat qui n'existe plus maintenant, et qui était intitulé « Recherche sur l'habitat à l'âge du fer en Europe tempérée ». Et à partir de là, il deviendra un spécialiste internationalement reconnu de l'habitat, l'architecture, l'outillage agricole et l'économie de la civilisation celte. Au cours de sa carrière de chercheur, il a dirigé des fouilles principalement en France, mais aussi en Hongrie. Il est responsable de nombreux programmes et équipes de recherche. Il a aussi collaboré avec l'industrie pour la mise au point de nouvelles méthodes informatiques d'analyse d'images aériennes pour applications archéologiques. Ceci lui vaudra d'ailleurs 2 prix, un prix qui s'appelle Paris Cité en 1991 et un prix de l'Envie, qui est une association pour la valorisation interdisciplinaire de la recherche en sciences de l'homme auprès des industriels, en 1992. Il a aussi monté diverses expositions en France et à l'étranger. Il est membre, entre autres, du comité national du CNRS et participe à de nombreux comités éditoriaux de revues, journaux, dont la présidence de la revue archéologique du Centre de la France. Olivier Buxenschutz a beaucoup publié, 257 publications à son actif. Il a assuré la direction de 20 ouvrages collectifs et il est l'auteur de 8 ouvrages personnels, parmi lesquels ceux qui étaient sur le dépliant, chez Hachette, Villes, et campagnes de l'Europe celtique, chez Gallimard, les lieux de mémoire, chez Armand Collin, les Celtes de l'âge du fer, et plus récemment, en 2015, l'Europe celtique à l'âge du fer. Alors, Olivier, avant de lui donner la parole, a apporté un petit livre. Il en a quelques exemplaires qu'il est prêt à vendre et à signer pour qui ça intéresse. Et on aurait dû avoir la librairie de la presse avec un des livres, notamment celui chez Armand Collin, qui était le livre plus grand public, très bien illustré. Et en fait, le livre est épuisé. Donc, on ne l'aura pas ce soir, mais évidemment, ça peut se commander. Voilà. Olivier, maintenant, je te donne la parole pour nous parler de ce qui est écrit
sur la première diapo. Merci. Eh bien, d'abord, je vous remercie pour votre invitation. Je suis très content de parler à Uzès, que j'avais découverte il y a 2 ans, et qui est une ville absolument magnifique. Et puis surtout d'avoir fait une place aux Celtes et à l'art celtique, parce que c'est un domaine qui reste tout de même un petit peu négligé, sauf peut-être ces dernières années. Et je crois que l'art est un des éléments qui définit très bien cette culture, dans la mesure où l'art est une expression de la mentalité des gens, de leurs désirs, de leurs croyances, bien sûr, et c'est quelque chose qui reste aussi impressionnant pour nous, je crois, que ça l'était pour eux, c'est-à-dire quelque chose qui rend compte de leur vision de l'univers. Alors, je ferai tout de même une petite introduction générale sur les Celtes, parce que je pense que vous connaissez pas très bien cette culture, ou alors par des affirmations, des idées qui vous semblent correctes. Et les chercheurs, vous savez, ils ont un sale défaut, c'est de ne jamais répondre oui, mais peut-être. Et donc, sans vous ennuyer trop, je vous montrerai que les Celtes ne sont pas tout à fait ce que l'on croit. Alors, je vais montrer d'abord qui sont les Gaulois. Ensuite, on parlera effectivement de l'art celtique, de leurs objets d'art. Et vous entendez bien? Au fond? Non? Non. Alors, je vais parler plus près, comme ceci. Voilà. Comme ça va mieux? 1, 2, 3, 4, 5. Ça va aller? Ça va maintenant? Moi, vous m'entendez quand je parle? Non. Et on pourrait peut-être passer sur ce micro, alors non? Non. Ben, il faut parler un peu plus fort, Olivier, si tu peux, puis d'accord. Bien dans le micro. Donc, on commencera par une reconstitution rapide de l'histoire des Celtes. Je vous parlerai que des Celtes antiques, pas des Celtes de l'époque médiévale, donc je parlerai ni d'Irlande, ni d'Écosse. Je suis désolé pour la personne écossaise qui est ici. Ensuite, nous regarderons comment, dans une première phase, les croyances des anciens Celtes dans l'art, les croyances et leur expression dans l'art se sont exprimées par des bandes dessinées, puis par des installations, pour prendre un terme moderne, dans des grandes tombes. Et ensuite, on verra comment se développe véritablement l'originalité de l'art celtique, qui passe à l'ésotérisme et à l'abstraction. Enfin, nous terminerons en évoquant comment on a en quelque sorte redécouvert ou inventé l'art celtique au milieu du XXe siècle. Alors, les Gaulois de l'Antiquité, c'est une culture qui se développe entre le 8e siècle avant Jésus-Christ et la conquête romaine. Ils se prolongent un petit peu dans des zones comme l'Angleterre, mais très vite ils adoptent toute la culture romaine et leur art ne disparaît pas complètement, mais il est fortement romanisé. Les sources que nous avons sur eux, au niveau de la population, viennent surtout des Grecs et des Romains. Donc ce sont des sources relativement abondantes, mais qui sont indirectes. C'est pas la vie des Celtes, nous ne l'avons pratiquement jamais. Il faut attendre une période avancée dans le monde romain pour trouver des gens d'origine celte qui partent de leur propre culture. Les vestiges que nous avons à côté des sources littéraires, ce sont des sources archéologiques qui sont soit, comme nous le verrons ce soir, des mises en scène funéraires ou des objets un peu extraordinaires, mais très souvent, pour les habitations, ce sont des vestiges très fragiles, très fugaces, puisqu'ils construisaient en bois, et ce sont également des poubelles qui nous renseignent énormément sur cette culture. Alors, une chose aussi qu'il faut écarter tout de suite, c'est l'héritage celtique. Les Gaulois ne sont pas plus nos ancêtres que les Romains, les Grecs, d'autres populations, les Basques, etc. Et l'identification des Celtes et des Gaulois, qui sont le même mot, à les ancêtres des Français, est tout à fait inadaptée et ne répond pas du tout à ce que l'on sait d'eux.
Encore un peu plus fort. D'accord. Et donc l'héritage que l'on croit trouver chez les Celtes, qui a été repris par des personnages comme Marine Le Pen récemment, c'est évidemment pas tout à fait de ça que je vais vous parler ce soir. Ou d'une façon plus agréable par Astérix. Astérix est un roman qui projette nos problèmes dans l'Antiquité, mais qui n'a rien à voir évidemment avec les Gaulois. En fait, leur héritage, il est très discret, très limité à certains domaines. Par exemple, dans la littérature française, la seule œuvre importante que l'on connaisse sur les Gaulois, c'est un roman d'Honoré d'Urfé, publié au début du XVIIe siècle, qui a eu un succès extraordinaire. Il a été vendu à je ne sais pas combien d'exemplaires. On en a même tiré un film récemment qui était à peu près aussi ennuyeux que le roman lui-même. Ça ne parle pas du tout des Celtes, ça parle du Massif central et de bergers, de couples de bergers, d'amour de bergers, donc c'est pas du tout, c'est très bucolique, mais ça n'a rien à voir avec les Celtes. Au Moyen-Âge, on va utiliser un petit peu les sources celtiques dans la recherche de généalogie, de la même façon qu'on fait descendre les anciens Français de Noé, on va les faire descendre d'Héraclès et de soi-disant rois gaulois qu'on ne connaît pratiquement pas. Au Moyen-Âge, on va utiliser ce qu'on appelle la matière de Bretagne, qui est l'héritage plus des Celtes insulaires ou des Celtes d'Armorique que des Celtes antiques. Donc ce sont toute une série de romans, écrits en général par des moines vers le 5e, 6e siècle de notre ère, qui ont évidemment, qui ne sont pas complètement différents de la culture celtique antique, mais qui sont tout de même une information très indirecte. En fait, comme l'a écrit Christian Gounino il y a très longtemps déjà, notre passé, il est gréco-romain. Regardez les colonnes qui sont au fond, c'est pas des colonnes celtiques, bien sûr. Et si vous connaissez sans doute bien sûr Nîmes, Nîmes est une ville dont l'architecture est complètement calquée sur le modèle classique. Alors les sources maintenant qui nous servent à travailler, il y en a deux grandes catégories qu'on peut résumer dans ces deux personnages. Camille Jullian a écrit une histoire de la Gaule en 8 volumes sur la période gauloise et la période romaine, en s'appuyant sur les textes grecs et latins. Et il y en a quand même beaucoup, il a fait un énorme travail de dépouillement, mais ses sources principales et quasiment uniques, ce sont les textes. Donc c'est la vision des Celtes vue par les Grecs et les Romains. Joseph d'Eschlet, qui est son contemporain, qui mourra plutôt au début de la guerre de 14, et lui, au contraire, enfin, il connaît évidemment les textes aussi, comme tous les élèves de cette époque, mais il va développer l'archéologie, en faire une science. Il a fait un manuel d'archéologie qui est très célèbre sur l'âge du fer. Je suis allé fouiller en Tchécoslovaquie en 1969 et mes collègues avaient encore son manuel dans le bureau sur la fouille où on travaillait. Donc c'est quelqu'un qui a une influence extraordinaire pour classer les objets, pour définir les vestiges les plus visibles, donc les fortifications, et pour identifier les premières tombes. Donc on a ces deux discours qui sont complémentaires. Jullian ne s'est pas du tout servi des travaux de Deshlet, et il a fallu attendre pratiquement les années 1950 pour qu'on reprenne peu à peu la confrontation de ces deux types de sources. Alors, ça n'a pas atteint le public, enfin, ou pas tout à fait, sauf à travers Astérix, ou alors des choses assez bizarres, comme ce livre de André Santeni, donc il doit être maire d'Issy-les-Moulineaux, quelque chose comme ça, et qui a repris Jullian à sa façon, en faisant un chapitre de Jullian et un chapitre sur la politique actuelle, ce qui est un exercice assez intéressant, mais on est bien entendu très loin des Gaulois. Heureusement, en 2011, il y a eu plusieurs expositions sur les Celtes, notamment à la Cité des Sciences. Elles étaient intéressantes au niveau technique, elles ont montré pas mal de résultats des fouilles qui se sont beaucoup développées depuis 30 ans. Mais vous voyez l'affiche, on imagine mal une exposition sur les Romains ou sur les Grecs avec une affiche de ce genre. Donc c'est pour vous dire que les Français n'ont pas encore avalé ces gens qu'ils prétendent leurs ancêtres. Alors pourquoi un tel désir de garder ces Celtes comme des Gaulois, etc. Eh bien, je pense qu'il y a une raison déjà géographique. C'est que César a inventé la Gaule, les frontières de la Gaule, parce qu'en bon conquérant, il a d'abord, quand il commence la guerre en 58, la province, votre région est déjà romaine, et lui, il va aller attaquer le nord de la Gaule, où les Romains avaient énormément d'alliés,
sous prétexte que les Belges, que les Germains, que les gens de Grande-Bretagne risquent de menacer la Gaule. Et c'est lui qui va inventer la frontière du Rhin pour montrer que s'il n'est pas allé plus loin, c'est qu'après, il y a des Germains, c'est plus des Gaulois, et c'est quelque chose d'autre, et on ne peut pas contenir les Germains. C'est faux, comme le disent ses contemporains, enfin ils le disent doucement, hein, avant qu'ils soient assassinés, ils n'en parlent pas trop, mais en réalité, ce bluff va durer des années, puisque vous connaissez toutes les discussions sur le Rhin allemand, le Rhin gaulois, etc., dans lesquelles Camille Jullian, au moment de la guerre de 14, est complètement entré, et qui sont complètement contraires aux données historiques, puisque les Celtes se développent sur toute l'Europe occidentale. Alors, une autre définition encore des Celtes, évidemment, c'est leur langue, parce que si les spécialistes du celtique m'entendaient parler, ils diraient, bah oui, mais tu parles de l'archéologie, mais nous, ce qui nous intéresse, c'est les langues celtiques. Alors voilà, en gros, l'extension maximum des langues celtiques. Il y a une petite tâche en Turquie, parce que les Celtes ont été appelés par les successeurs d'Alexandre le Grand et ont colonisé une partie de la Turquie. Le cœur du monde celtique, c'est tout de même cette région-là, avec des discussions encore aujourd'hui entre la part de l'Europe centrale et la part de l'Europe atlantique. En fait, dès des périodes plus anciennes, on a déjà cette opposition entre les deux régions, mais les Celtes, visiblement, couvraient toutes les deux. Alors ces sources, on les a par des inscriptions qui sont assez rares, ou on les a surtout dans un texte de Ptolémée qui, au IIe siècle de notre ère, établit une liste de toponymes gaulois à côté du monde romain et dans le monde romain, et qui permet d'avoir tout un tas de noms de lieux qu'on retrouve aujourd'hui dans le nom des villes et dans le nom des provinces. Pour les archéologues, c'est un peu technique, je passe vite. Alors, juste pour dire, et j'arrête sur la technique, les archéologues, eux, travaillent avec des vestiges matériels, donc des objets d'art, des poubelles, des habitats, des remparts, des tombes, mais évidemment, donc ils font des constructions culturelles, mais ce qu'ils appellent une culture, c'est une région où à une certaine date, on a les mêmes objets, les mêmes rituels, les mêmes habitats. Donc, passer des cultures archéologiques à un peuple et à sa langue, c'est pas très facile, et c'est pour ça que quelquefois, quand on vous demande si telle population en Pologne est celtique ou pas, on vous répond, bah écoutez, ça ressemble, mais on n'en est pas sûr. Et voilà, quelquefois, on ne peut pas répondre plutôt que de répondre une bêtise. Alors rapidement, parce que les Celtes, ça dure tout de même 8 siècles, donc il y a différentes phases, je les résume très rapidement. Au départ, on a donc des cultures de l'âge du bronze qui continuent dans la partie océanique de l'Europe, alors que les premiers éléments, disons celtiques, mais à l'époque, on n'a pas encore leur nom, on l'aura seulement au 5e siècle. Donc on trouve des tombes à chars, on trouve des habitats qui annoncent au moins le monde celtique. Ce qui manque aux Celtes, si vous voulez, c'est une date comme la fondation de Rome ou bien la fondation des Jeux Olympiques. Mais c'est une culture qui aurait très bien pu, si s'étaient intéressés à l'écriture, nous laisser une trace. Ils ne l'ont pas laissé, mais en gros, c'est à la même date que les Celtes se dégagent des périodes plus anciennes, exactement comme à Rome ou en Grèce. La deuxième période, ce qu'on appelle le premier âge du fer, ou quelquefois la culture de Hallstatt, c'est une période donc, où là les Celtes se sont bien installés. On a le développement de grandes fermes, de grandes nécropoles, et le développement de l'art celtique. Excusez-moi, j'ai dû sauter une diapo. Non, voilà, non, c'est moi qui me suis trompé. Le premier art celtique est encore là, donc avec les grandes tombes de la Huneburg, de Vix, de Hordorf, etc. Je vous en montrerai une ou deux. Et donc là, des échanges avec le Sud qui se manifestent par l'importation de céramique grecque, de bijoux grecs, de vases en bronze, et on a vraiment un contact étroit, mais qui est un contact commercial. Il n'y a pas de fusion entre les deux. On verra au Ivoire qu'il y a quelques éléments communs, mais en gros, on a un art local et puis des importations grecques ou étrusques qui sont réservées aux gens les plus puissants. La deuxième période, donc c'est plutôt 4e, 3e siècle, c'est une période que les historiens trouvent pauvre parce qu'il n'y a plus de villes, il y en avait à l'époque précédente, tout le monde est à la campagne et d'autre part on a moins de vestiges qu'avant. Et donc on s'imagine que comme il y a en même temps
des invasions celtiques en Italie et en Grèce, on pense que les gens sont partis parce qu'il y avait eu une catastrophe climatique ou autre. C'est pas du tout le cas. En fait, ils sont tout aussi puissants, mais simplement, les quelques agglomérations qu'on connaissait avant ont disparu, et c'est une culture qui se manifeste dans le monde rural. Donc en fait, tout se passe à la campagne, les paysans bien sûr, les guerriers aussi, les artisans aussi, alors que au premier âge du fer, on avait par exemple à Lyon, on a 1 hectare d'artisanat du 5e siècle, à Bourges on en a peut-être 5 ou 6, enfin on en a même plus que ça, enfin bref, donc on a des grosses concentrations urbaines qu'on n'a plus à cette époque-là. Mais en fait, les Celtes se détachent du modèle méditerranéen et ils créent leur propre art, leur propre culture, leur propre société, qui est une société complètement rurale et en même temps militaire, puisque, comme vous le voyez, ils font des incursions au sud. Enfin, la troisième période, 2e et 1er siècle avant notre ère, alors là, il y a une influence du Midi qui est assez nette, même si certains éléments sont créés par les Celtes et d'autres sont vraiment influencés directement par le Midi. Alors, il crée par exemple des concentrations d'artisans de nouveau au IIe siècle, qui sont les premières agglomérations au sens où il y a de l'artisanat, de l'art, du commerce, et puis très vite ils font peut-être 300 ou 400 villes fortifiées, qui sont des vraies villes sur des hauteurs, et qui sont peut-être une influence de la Méditerranée qui a joué, mais avec des caractéristiques très propres à eux, que j'aurai pas le temps de détailler ce soir. Et d'autre part, au niveau économique, vous voyez qu'il y a plusieurs flèches, des flèches qui montrent la diffusion des amphores, par exemple. On a des gros éléments, des grosses importations qui viennent du Midi. Les Celtes adorent le vin, c'est un élément à la fois réjouissant bien sûr, mais aussi cultuel. Et les Romains vont exporter énormément de vin en Gaule, notamment dans la région du Zest d'ailleurs, et là il y a des contacts très étroits qui se forment, qui vont finir par la conquête du monde celtique. Donc voilà pour le cadre historique. Alors voyons maintenant le domaine artistique et les éléments qu'on peut connaître de leur culture à travers les objets qu'ils ont produits, et notamment les objets les mieux décorés. Alors j'ai un petit peu simplifié, mais j'ai présenté les choses de cette façon. On pourra aller plus loin dans le détail si vous le souhaitez. À l'est du monde celtique, on fait vraiment des bandes dessinées, des récits. C'est-à-dire qu'on représente des personnages, quelquefois des animaux, mais surtout des personnages qui sont en action. Et on les voit se développer exactement comme dans une bande dessinée. C'est une histoire qu'on nous raconte sur les objets. Et par exemple, on trouve ces objets bien sûr dans les sépultures, mais la sépulture n'a pas de présentation particulière, simplement, elle recèle des objets en bronze, soit des fourreaux d'épée, soit surtout des sceaux en bronze, sur lesquels on nous raconte l'histoire des gens très importants qui sont enterrés là. Bien entendu, les tombes que l'on a, c'est celles des gens les plus importants. La plupart des gens disparaissent sans laisser de traces. À l'ouest, au contraire, ce qu'on verra après, eh bien, on a des tombes comme la tombe de Vix en Bourgogne, dont vous avez peut-être entendu parler, dans lesquelles on a ce que j'ai appelé une installation, pour reprendre les termes actuels, c'est-à-dire un dispositif complexe dans lequel on a des vases sur lesquels les récits sont beaucoup moins développés, surtout quand c'est des vases importés comme Vix, c'est un vase qui vient d'Italie du Sud. On a un char dans la tradition du premier âge du fer, du nord de l'Europe, et puis on a toute une série d'objets qui représentent un certain rituel, mais qui ont été disposés de façon volontaire dans une grande chambre funéraire. Donc on a cette opposition entre les deux régions, et on va en voir deux échantillons. Alors à l'est, on a ce qu'on appelle donc des situles, qui sont des vases en bronze martelés, et sur lesquels on va représenter la vie quotidienne, notamment de l'aristocratie, bien sûr, pas des gens du commun. Alors il s'agit de décors en frise, avec des personnages qui circulent de gauche à droite ou de droite à gauche. On a d'ailleurs une combinaison savante, gauche-droite, droite-gauche, suivant les différents niveaux de la frise, et dessus, on va voir apparaître la vie princière de cette époque. En fait, cette zone, vous voyez, se situe à l'est du monde celtique, elle déborde même sur l'Italie, et quand on prend les données de Hérodote, donc l'historien grec qui parle le premier des Celtes, il parle plutôt de Vénète,
donc des gens qui habitent dans la région de l'actuelle Venise et qui, on le sait, ne parlent pas exactement une langue celtique, mais une langue différente. Donc on est à la limite du fond celtique, même si au nord, on rentre au nord de l'Autriche, avec les circuits de Kufern et le site de Hallstatt, dans le monde celtique proprement dit. Alors voilà des exemples d'interprétation de ces frises. Là, vous voyez vraiment l'illustration de la vie aristocratique. Un personnage à gauche qui boit dans une coupe, avec quelqu'un qui lui tend avec une louche le breuvage, qui peut être du vin ou de l'hydromel. Au milieu, l'exposition d'un certain nombre de vases à boire. Et puis à droite, un élément qui est assez fréquent sur ces situles, des combats sportifs. Là, on voit des gens qui se battent avec des sortes d'haltères, et au milieu, entre eux, il y a un casque avec un grand cimier, qui est vraisemblablement l'objet, qui est l'enjeu c'est la coupe qu'on aurait chez nous, l'enjeu pour le vainqueur. En bas, vous voyez une cavalerie et un char de combat plutôt à deux roues. Il faut pas oublier que la monte du cheval ou la traction par le cheval est relativement récente. Ça apparaît vers le 9e siècle avant notre ère. Là, on se situe vers le 5e siècle. Et donc, le cheval est encore un animal qui est réservé aux gens les plus riches. On a également toute une série de scènes, je ne vais pas complètement détailler, avec d'autres activités nobles. En haut à gauche, vous avez la chasse au cerf. Ici, au milieu, vous avez de nouveau un cavalier, qui monte à cru d'ailleurs, et puis deux personnes qui se battent avec les mêmes engins, et toujours avec au milieu le casque. Ici, alors c'est un peu un élément isolé, quelqu'un qui porte une charrue. Donc on ne sait pas très bien pourquoi il est là, pourquoi il y a un oiseau à côté. Et enfin ici, sur un poignard, la représentation d'une chasse. Et c'est assez amusant de voir qu'on a des chasses aux lièvres, par exemple, qui semblent faire partie de l'activité aristocratique. Alors une collègue autrichienne a travaillé un petit peu sur ces questions et pense que ces vases représentent à la fois la vie de ces aristocrates et servent peut-être à initier les jeunes gens sur la vie qu'ils vont attendre en tant qu'aristocrates. Alors il y a évidemment l'initiation aussi des jeunes femmes. Par exemple, on en voit ici qui portent des éléments ou bien qui servent, comme ici, à boire à un personnage qui est assis sur une sorte de trône. Et alors une découverte très récente, ça va, c'est la diapo d'après, on les voit ici filer, donc ça, filer et tisser, et là, contrairement à ce qu'on peut imaginer aujourd'hui, c'est une activité noble. Non seulement on a ce pendentif en bronze de Bologne qui représente donc un personnage sur son métier à tisser, une autre qui file, celle-ci également, mais c'est réservé à des personnages très riches. Ça ne veut pas dire qu'il n'y ait pas de fileuses plus modestes, mais dans les activités de la femme, imaginez Pénélope, dont on a beaucoup parlé ces derniers temps, on a une activité véritablement aristocratique dans ce filage. Alors des choses un peu plus concrètes. Alors ce fourreau-là, qui est donc à Hallstatt, donc là c'est en Autriche, dans les Alpes, on le représente souvent dans les manuels d'art celtique comme le premier objet d'art celtique. En réalité, vous voyez, il est encore bien dans la tradition des situles. C'est un objet qui représente des cavaliers, soit des cavaliers en marche comme ici, soit il y en a un qui attaque un personnage qui est au sol, donc il y a tout de même des actions. Et puis là, il y a des tas de discussions pour savoir ce que représentent ces personnages avec une roue, ou bien celui-ci, ce monstre, qui attaque un autre personnage. Mais on est bien dans la tradition du premier âge du fer et de la partie narrative de cet art. Quand on passe vers l'ouest, donc à Stuttgart par exemple, eh bien là, on est vraiment dans une installation, c'est-à-dire qu'on a une tombe très grande, fait plusieurs mètres de côté, plusieurs mètres de hauteur, et dans lesquels on a disposé des objets d'une façon extrêmement rigoureuse. Au premier plan, vous voyez un char, avec sur le char toute une série de vases en bronze et une hache, etc. Derrière un chaudron dans lequel on a retrouvé de l'hydromel. Sur ce chaudron, il y a 4 petits lions, 3 lions qui sont venus avec le chaudron d'Italie, le 4e a été fait sur place, et son style est tout à fait différent. Et enfin, le mort est couché, il est inhumé, couché sur un sofa, lui aussi vient probablement d'Italie, mais il a été complètement trafiqué par les Celtes qui ont ajouté des personnages qui n'étaient pas sur l'original.
enfin des cornes à boire suspendues sur le côté de la tombe, une très grosse et une série d'autres plus petites. Alors cette tombe a fait l'objet de beaucoup de discussions. Ici, c'est un petit peu le détail. Donc on revoit simplement l'emplacement des objets avec leur identification. Donc le mort, il a un carquois contenant des flèches pour la chasse. Il a un poignard sur le ventre qui est un poignard en bronze mais habillé d'une couche d'or. Ses chaussures également sont habillées d'une couche d'or. Il a un chapeau conique en écorce de bouleau et il a suspendu à la poitrine un hameçon. Alors ça c'est assez amusant pour voir comment on a du mal à se mettre dans la peau des Celtes. Un collègue allemand avait écrit qu'il devait aller à la pêche le week-end. Et en fait j'ai attiré l'attention sur le fait que le roi Arthur, donc un roi celtique beaucoup plus récent, était un roi pêcheur et que ça fait partie des fonctions royales. D'ailleurs la pêche c'est pas seulement un fonctionnement, c'est pas seulement une activité du dimanche. Autre personnage, on peut identifier en partie la fonction de ce personnage. Vous avez remarqué qu'il n'a pas d'arme, sauf ce petit poignard, alors que plus tard, on va avoir des guerriers avec une armure, avec tout un tas de trucs qui sont des éléments offensifs ou défensifs. Mais par contre, il a une hache, une grosse hache, qui est un outil tout à fait extraordinaire, puisque c'est une hache creusée à la forge et pas du tout repliée, comme on les aura plus tard. Donc c'est une hache en fer primitive, mais extrêmement lourde en plus. Il a un couteau et il a quelque chose, un outil en os qu'on connaît chez les bouchers jusqu'au XVIIe, XVIIIe siècle, qui sert à décoller la peau. Et on a, je ne vais pas apporter la diapo parce qu'il y en aurait trop, sur les présentations de Situle, on voit un personnage en train de tuer une vache avec ce genre d'outil. Donc c'est tout à fait clair qu'on a affaire à quelqu'un, tout en étant très riche, prince, etc., qui a une fonction sans doute de sacrificateur, on ne va pas plus loin dans l'identification, pour sacrifier ses vaches. Alors sur le sofa, on a des petits personnages, vous en voyez un ici, donc qui ne sont pas du tout étrusques, qui sont vraiment locaux, donc des femmes, les mains levées, avec des décors de corail qui sont différents l'une de l'autre, donc il y a un message qu'on ne sait pas très bien interpréter pour les différences entre ces supports. D'autre part, sur le dos du fauteuil, là aussi c'est un travail local, on a des chars avec des personnages dessus et des gens qui se battent un petit peu comme on les a vus tout à l'heure sur les situles. Et enfin l'interprétation qu'on en donne aujourd'hui, et qui n'est pas farfelue, je dirais, difficile à prouver, c'est qu'en fait les trois personnages principaux de la tombe étaient des gens d'un niveau très élevé et ils pouvaient être assis en tailleur, comme c'est l'usage chez les Celtes, sur ce sofa et être avancés vers la foule, vers quelque chose, par deux personnages qui portaient le sofa. Ça paraît un peu farfelu, mais vous allez voir qu'on a des éléments pour imaginer une telle hypothèse. Je ne détaille pas complètement ce travail de Stéphane Verger, qui travaille sur le sofa, lui notamment, et on montre bien que dans cette tombe, il y a toute une série de divisions qui permettent de comprendre qu'on a affaire à une scène vraiment construite. D'abord, il y a un seul défunt, mais il y a des éléments pour boire et pour manger pour 9 personnes. Et dans ces 9 personnes, il y en a un qui est le chef, enfin qui est le plus riche, 2 qui sont un petit peu moins riches, c'est-à-dire que leurs cornes à boire sont un peu plus petites, leurs assiettes en bronze sont un peu moins décorées, et puis il y en a, il m'en reste 6, il y en a 6 qui, eux, ont des éléments plus simples, donc on peut dire qu'il y a 3 niveaux hiérarchiques dans les gens qui sont invités à ce banquet, même si un seul des 8, ou c'est 8 je crois, des 8 est présent. Donc vous voyez qu'on a là une représentation de la hiérarchie sociale à travers la tombe, à travers la disposition des objets, quelque chose donc de très savant et qui en quelque sorte est en 3 dimensions, si on peut dire, les éléments qu'on a vus en bande dessinée dans le premier groupe. Alors, je vais être prudent parce qu'il y a un biologiste dans la salle. On sait par les analyses ADN, on peut faire des rapports entre les différentes tombes à chars que l'on connaît dans la région. Et le prince de Hordorf, qui est ici, était le mort de Grafenbühl, je répète la phrase pour ne pas me tromper, le mort de la tombe de Grafenbühl, toujours près de Stuttgart, est le fils de la nièce de la mère du prince de Hosdorf. Voilà.
Donc je vous laisse méditer là-dessus, mais simplement, ça renvoie à un texte de Tite-Live qui raconte que le roi des Bituriges a envoyé ses deux neveux, pas ses fils, ses deux neveux, Bélovèse et Ségovèse, conquérir l'Europe centrale et l'Italie vers le... Alors il donne une date très haute, mais c'est sans doute vers le 5e siècle avant notre ère. Alors quand on poursuit vers l'est, on arrive à Vix, mais là je vous ai déjà montré rapidement la tombe. Je voudrais vous montrer que dans un sanctuaire juste à côté de Vix, juste à côté de la tombe, on a une sorte d'éroone, donc un petit sanctuaire, peut-être avec une tombe incinérée au milieu, mais surtout avec deux statues en pierre. Et là vous voyez qu'à cette époque, les Celtes font des statues en pierre qui ressemblent un tout petit peu à ce qu'on fait en Grèce à l'époque, qu'on appelle les kouros ou les korés, donc des personnages un peu rigides qu'on voit dans les musées, la statue grecque archaïque, mais ils les ont habillés avec leurs éléments. Donc ici un torque, un collier, qui est un élément très important dans le monde celtique, un symbole de puissance, etc. Et puis un bouclier, qui est typique des boucliers des guerriers celtiques que l'on connaît dans les tombes, et même on en a en bois conservé en Égypte. Alors là, on revient en Allemagne avec le Glauberg, qui est un petit peu au nord de Francfort. Là, on a trouvé un site qui mériterait un exposé à lui seul, avec un couloir creusé dans le sol qui fait plusieurs centaines de mètres de long, qui est orienté sur un axe astronomique. Et au bout de ce couloir, on a une série de sépultures qui ont livré à la fois les objets dans la tombe, qui est plus modeste que les précédentes, et une sculpture qui correspond point pour point à ce qu'il y a dans la tombe. Cette sculpture, c'était trouvé il y a une quinzaine d'années, et c'est un élément tout à fait intéressant. Alors on retrouve dans la tombe le bouclier, on retrouve les colliers également, le collier qui est là, on le retrouve ici, et on retrouve également sa lance, et puis ces éléments-là, qui, si on n'avait pas eu la tombe, on aurait dit, c'est un décor. C'est ce qu'on appelle des feuilles de gui, par exemple, parce qu'on les connaissait bien sur des objets celtiques. Et en fait, on a trouvé dans la tombe des petites bandes de fer souples, plates, entourées de tissus, qui sont les éléments d'une coiffure. Et en fait, c'est exactement ce que faisaient les chapeliers il y a encore une cinquantaine d'années. Et donc ces éléments-là, qu'on pourrait imaginer comme étant des décors, appartiennent au personnage. C'est un chapeau en cuir qui recouvrait sa tête, un petit peu des oreilles de Mickey. Mais vous voyez que on connaissait en pierre ou en bronze des éléments du même genre, et on ne savait jamais si ça appartenait au personnage ou si c'était un élément décoratif. Au passage, je vous mets le chapeau le chapeau du prince de Hordorf, qui est en écorce de bouleau, avec la représentation d'une statue à Hirschlanden, toujours en Allemagne, mais on en connaît aussi près d'Orléans. Donc vous voyez, c'est une mode qui se développe dans tout le monde celtique. Alors, à quoi correspond ce château? Si on voit tous les éléments qu'on a vus tout à l'heure, la hache pour le sacrifice, entre guillemets, le fait que le personnage n'est pratiquement pas armé, et puis ce chapeau, ces chapeaux-là, on pense plutôt à quelque chose qui ressemblerait à une mitre d'évêque qu'à un casque ou autre. On a un personnage qui a un rôle sans doute plus religieux ou civil, si vous voulez, que vraiment militaire. Alors voilà le dernier, ça c'est en Italie, vous voyez qu'on n'est pas très loin des modèles italiques, pas romains, pas étrusques, mais italiques, avec le guerrier de Capestrano qui lui a un chapeau beaucoup plus impressionnant, mais vous voyez que sa facture graphique est à peu près la même que celle du Glauberg. Alors celui de Hirschlanden a un costume un peu différent. D'abord il n'a pas de costume, et puis comme disent nos collègues anglais, il est en train de dire il fait très froid en Allemagne. Alors ça c'est des sculptures qu'on retrouve plus près de chez vous, puisque là c'est une sculpture de Roch Perthuis, un petit sanctuaire qui est dans l'arrière-pays d'Aix, qui a été refouillé récemment, et qui sont un peu plus tardives, mais qui montrent qu'on a une tradition de sculpture en pierre qui existe aussi dans cette région-là. Ce qui est intéressant pour une histoire de l'art, c'est que quand cette fouille a été faite entre les deux guerres, on a dit c'est l'influence grecque de Marseille. Et en fait, on se rend compte que pas du tout. Enfin, il y a peut-être une influence grecque, mais c'est pas du tout traité comme une statue grecque. Ça se rapproche beaucoup plus de ce qu'on avait dans le Nord à cette époque-là, ou un peu plus tard, comme en Bohème, à Mszewskiej-Jerowice.
Enfin, je vous ai présenté, puisqu'on était dans les statues, une statuette de Paul en Bretagne, qui a été trouvée il y a une quinzaine d'années maintenant, et qui est également dans une énorme ferme aristocratique, et ça représente justement les activités ludiques du prince avec cette harpe qu'il tient devant la poitrine. Alors, un rapide rappel sur les hésitations sur le chapeau du prince de Hordorf. Vous voyez que quand on a une tête comme ça sur une stèle, on ne sait pas très bien si ça fait partie du décor ou du chapeau ou du costume, mais ça c'est normal parce que, on va le voir tout de suite, les Celtes adorent mélanger les sujets concrets et les décors abstraits. Mais ce qui est intéressant aussi, c'est de voir que sur un casque découvert à Tintignac, en Corrèze, il y a quelques années, on retrouve, à travers cette espèce de signe, la même goutte, la même forme en feuille de gui que l'on a sur ces sculptures. Donc vous voyez qu'il y a des constantes dans les décors celtiques et qu'il faut oublier complètement les représentations anthropiques ou de plantes pour imaginer les formes, puisque apparemment ils fonctionnaient sur les formes plus que sur le sujet qui était représenté. Alors, passons à tout de même la chose la plus originale. Je vais très vite sur les rituels funéraires. Donc, ce que l'on trouve à partir du IVe siècle, ce sont des tombes à inhumation, donc des cimetières comme ceux que l'on connaît en France actuelle, avec des inhumations, et on trouve quelquefois 20, 30, 50, 500 tombes à Bobigny, près de Paris. Donc, on a énormément de matériel dans ces sépultures qui sont un petit peu différentes à l'est et à l'ouest. Les couleurs donnent des nuances, mais en gros, on a ce qu'on appelle des tombes plates, il n'y a pas de tumulus par-dessus, et on a un matériel qui est largement réparti. Je vais sauter là-dessus. C'est dans ces tombes que l'on va trouver énormément de choses. Alors pour les tombes de la première période, des tombes masculines en armes et les tombes féminines avec des parures. Il y a quelquefois des petites différences, des confusions, mais c'est tout de même assez clair. Et dans ces tombes-là, il y a une inhumation avec quelquefois de la céramique dans certaines régions, mais c'est relativement rare. Lorsqu'on arrive au IIIe, IIe siècle, surtout IIe siècle, ça change complètement. On retrouve des grandes tombes un peu moins grandes que celles du premier âge du fer, mais tout de même assez importantes. Et là, le mort, c'est un tas de cendres dans un coin. Par contre, au centre de la tombe, on a souvent des chenets, donc un foyer, et puis des objets, des céramiques qui contiennent des plantes, qui contiennent de la viande, qui contiennent tout un service de banquet, un banquet assez modeste, mais vous voyez que la disposition des objets a changé, la mentalité des gens a changé, ou leur rituel si on veut. Et alors il y a un goût pour ces chenets en fer énormes, ceux de Boué, près de Bordeaux, pèsent plus de 100 kilos. Donc oui, il y a des choses qui sont pas du tout rationnelles. Si vous prenez les chenets qu'on trouve dans les tombes de Macédoine, ils sont grands comme ça, c'est des chenets miniatures. Là, on met en avant quelque chose d'autre, et donc on a un changement de mentalité. On a encore des chars, mais c'est beaucoup plus rare que dans les périodes précédentes. Et l'art va évoluer aussi très très vite. On a d'abord des fibules qu'on appelle fibules à masque qui vont évoluer très vite du concret vers l'abstrait. C'est un peu la transition entre la statuaire et l'art abstrait des Celtes. Alors ici, on a des fibules exceptionnelles, je crois que c'est les deux seuls exemples qu'on connaît, en Autriche et en Bohême, où on a représenté un personnage, mais ce personnage, il est courbé pour aller sur la fibule. Ses bras sont tout petits parce que quand vous avez une broche, c'est pas pratique d'avoir des éléments qui sortent. L'autre, il a les bras collés au corps. Et donc, vous voyez qu'on a abandonné la représentation réaliste pour aller vraiment vers quelque chose qui doit se fondre dans l'objet. Tout de suite après, on a les fibules à masque. Les fibules à masque sont un petit peu dans toute l'Europe. Je vous en ai présenté deux simplement. Vous voyez que là, on peut reconnaître encore des visages, mais est-ce que c'est des visages humains ou des visages animaux? On ne sait plus très bien. Et encore une fois, c'est volontairement que les artisans ont mélangé ces choses-là, parce que ce qui les intéresse, c'est de couvrir tout l'objet, de ne laisser aucune place vide et de permettre plusieurs lectures. La fibule de Oberwittgenshausen, vous voyez qu'on peut la lire dans les deux sens et qu'on peut s'amuser à y découvrir un vieux personnage ou un jeune personnage, un animal ou quelque chose d'autre. Et vous voyez que là, entre le barbu et l'espèce de mouton, on a aussi une continuité.
Alors on peut prouver en quelque sorte ça parce que on va jouer sur les modèles. Et par exemple, on a la chance de connaître près de Neuchâtel une lame d'épée sur laquelle il y a un poinçon. Et sur son poinçon, c'est tout à fait exceptionnel, on a le nom du fabricant qui s'appelle Coryzios, et on a un motif qui est un motif très ancien, qu'on connaît au Proche-Orient, qui va se développer dans tout le monde méditerranéen, et jusque chez les Celtes, qui est ce qu'on appelle l'arbre de vie. Donc on a un arbre, ici c'est une espèce de palmier, avec 2 bouquetins, mais on peut avoir, la parallèle c'est une déesse qui est au centre et 2 animaux, et cet arbre on va le retrouver partout. Et les Celtes, quels qu'ils en font, eh bien ils en font ceci, on retrouve la même chose, donc quelque chose au centre et puis 2 animaux, ou bien carrément quelque chose de complètement abstrait, dans lequel Václav Krouta a cru reconnaître l'arbre de vie, et je pense que c'est une hypothèse, mais c'est tout à fait raisonnable, connaissant un peu la mentalité de ces gens-là. Alors, l'influence grecque ou étrusque qu'on a mis longtemps en avant pour expliquer le développement de l'art celtique, pour l'aborder un peu par quelque chose qu'on connaissait, eh bien, il existe toujours à cette époque, mais il est un petit peu malmené. Ici, un superbe casque trouvé dans une grotte près de Angoulême, en fait, est un casque en fer recouvert d'or et sur lequel, vous voyez, on a une disposition registre qui pourrait effectivement se retrouver en Grèce. Et si on le regarde un peu rapidement, on retrouve des palmettes grecques, on retrouve également ces palmettes ici, mais en réalité, on a une combinaison déjà complètement originale. Si ces palmettes ont été conservées, elles ont été intégrées à d'autres palmettes qui, elles, sont complètement originales. On a une espèce de mise en abîme de ce casque avec plusieurs niveaux de lecture, le premier plan, le deuxième plan, et quelquefois à l'intérieur d'un motif, on va encore en avoir un troisième. Celles du haut, on a cassé les palmettes, on les a bloquées on les a décalées en quelque sorte pour obtenir cette courbe qui va et qui vient, et qui va imposer un rythme que vous ne trouverez jamais sur des vases grecs, enfin pas de cette façon-là. Et enfin, on a incrusté du corail dans les palmettes et on a adapté la forme des palmettes aux formes du corail, parce que le corail était très précieux, et vous savez que le corail c'est un peu tordu, et donc on a fait des choses qui permettent d'avoir le moins de corail pour avoir le plus de surface couverte. Enfin, si on analyse ce pare-joue, ce couvre-joue, ce que mon collègue Stéphane Verger a fait il y a une semaine au laboratoire pendant 3 heures, mais je ne le ferai pas. On a ces éléments de palmettes à 3 niveaux différents d'échelle, et en plus à l'intérieur, on a des petits serpents cornus qui eux alors sont carrément des motifs de la mythologie celtique. Et si on regarde enfin le couvre-nuque, eh bien on se rend compte qu'il est dans un style complètement différent. Vous voyez que là, la palmette a totalement disparu, on n'a plus de symétrie, d'alternance, même complexe, on a quelque chose qui est complètement libre, et on voit que ça se développe dans tous les sens. Alors là aussi, on peut retrouver des modèles, mais c'est tout de même quelque chose qui est typique de l'art celtique, on le reconnaît les yeux fermés, je vais dire, mais disons, aucun art n'a fait ce genre de choses jusqu'à présent. Et du coup, on a pu reconstruire toute une grammaire qui montre comment, peut-être en s'inspirant des palmettes grecques ou étrusques ou autres, on a construit un art original sur lequel, visiblement, on s'amuse à faire tout ce qu'on peut imaginer, en mélangeant le tricelle, qui est déjà connu à l'époque, le yin-yang, qui vient pas de Chine, mais qui est utilisé aussi ici, et puis quelquefois des clins d'œil avec un petit personnage qu'on peut identifier au milieu de ces décors abstraits. Alors ici, vous voyez le développement sur le calque de Canossa dans les Pouilles. Oui, là, j'ai une blague là avec l'ordinateur parce qu'il déplace un peu mes images. Mais vous voyez que là, on a bien une palmette symétrique, mais elle est complètement décomposée. Elle est reliée à l'autre qui est à l'envers par un truc oblique. Et puis on peut relire encore derrière un nouveau niveau de décor. Donc progressivement, on va se libérer de toute symétrie ou alors inventer d'autres types de symétrie. En voici des exemples sur des fibules de Suisse où on voit qu'on est dissymétrique. Si on voulait faire les symétries là-dedans, il faudrait prendre plusieurs axes et progressivement, on arrive à des choses qui n'ont plus aucun rapport avec les sources méditerranéennes. Par contre, alors, on peut voir un peu les prémices de ce que l'on va trouver dans le monde celtique irlandais au début du Moyen-Âge.
Alors sur les fourreaux d'épée, on a également des décors importants. Il faut savoir que les fourreaux métalliques, c'est une spécificité celtique. Les Grecs et les Romains ont des fourreaux en bois ou en tissu, mais les Celtes attachent une importance très grande à cet objet. Le décor de base, ce sont deux espèces d'oiseaux affrontés, mais il va suivre toute une série de variations. Là, ils sont tout seuls, on les reconnaît bien, mais au fur et à mesure, ils vont se mêler à la masse et disparaître dans des décors quasiment abstraits. Voilà des décors, vous voyez, complètement dissymétriques, qui sont tout à fait spécifiques de cette période et qu'on va retrouver plus tard dans le monde celtique encore indépendant de Bretagne, de Grande-Bretagne. Il y a une signification derrière ces choses, c'est pas complètement gratuit, on ne saura jamais le sens, mais on voit apparaître des choses très intéressantes. Au point de vue technique, on montre par exemple que le même poinçon a été utilisé sur ce fourreau d'épée qui vient du centre de l'Italie, et ce fourreau d'épée qui vient du Val d'Oise. Donc il y a au moins un poinçon qui s'est déplacé. Est-ce que l'artisan s'est déplacé avec? On ne sait pas. Est-ce que c'est l'épée qui est venue toute faite? Mais en tout cas, on a des relations très étroites sur la fabrication des objets. Et d'autre part, le collègue qui a travaillé sur cet objet, de façon très précise, a montré que certains poinçons étaient inversés. Autrement dit, c'est pas une erreur, c'est que si on veut lire le message qu'il y a là derrière, qu'on ne connaît pas du tout, eh bien il faut vraiment regarder l'épée de très près, parce que la vision globale ne nous révèle pas. C'est une lecture très attentive qui montre qu'il y a des choses cachées derrière ces décors. Alors quelquefois on vire dans les mathématiques, ils en sont capables aussi, c'est pas des objets qu'ils font parce qu'ils savent pas faire autrement. Alors ces objets que l'on rencontre en Champagne, il y en a une dizaine, à une période assez précise du 5e siècle, eh bien ce sont des objets qui entraînent de grandes discussions. On sait que les Celtes connaissaient le compas, on en a trouvé, mais on ne sait pas du tout s'ils ont fait ça de tête, ou s'ils ont appliqué les théories de Pythagore, qui est contemporain, sur les sections du cercle, etc., etc. Les deux thèses se défendent, il y a même eu des études avec des ordinateurs là-dessus, et je ne sais pas si on saura un jour la vérité. En tout cas, ils sont capables de faire aussi ce genre de décor, avec des pourcentages de découpage très, très savants. Ils savent aussi travailler en 3D, comme on dit aujourd'hui. Ça, c'est un disque découvert à Roissy en France, et sur lequel on a une combinaison de monstres et de motifs de différents types, avec des liaisons très importantes, et on ne sait plus très bien qu'est-ce qu'on a voulu représenter. En tout cas, ça se développe en relief. Ça se développe selon plusieurs axes de symétrie. Des choses sont par 3, d'autres sont par 5. Donc, on peut passer un certain nombre de demi-heures ou d'heures à essayer de comprendre comment ça fonctionne, et si on voulait le reproduire, vous imaginez un petit peu le travail. Alors, dernier modèle qui a été utilisé, qui a déclenché en quelque sorte la découverte de l'art celtique, ce sont les monnaies. En effet, les Celtes, lorsqu'ils sont allés en Méditerranée, soit pour faire des conquêtes, soit comme mercenaires, ont été payés en monnaie d'or. Et ces monnaies d'or, d'argent quelquefois, sont arrivées jusqu'en Gaule assez vite, et c'est progressivement qu'ils ont fait des modèles à eux. Et on a dit pendant très longtemps, voilà le modèle, donc une tête d'Apollon, un quadrige ou un bige, et puis voilà ce qu'en font les Celtes. Donc on a dit très longtemps, ils n'étaient pas capables de faire la même chose, et d'autre part on pensait pendant très longtemps que les monnaies gauloises étaient faites une par une. Alors on a montré que ce n'était pas du tout vrai. D'abord il y avait une volonté de modifier la tête, on le voit avec tous ces exemples. Vous voyez qu'on oublie complètement le modèle d'Apollon qui est là, et on va, à la façon celtique, noyer la tête dans une série de signes abstraits pour en faire un décor. Pour un Celte, remplir un cercle, c'est formidable, à condition qu'il soit plein. Et si possible, qu'on puisse le lire de plusieurs façons différentes. Donc systématiquement, on va déformer volontairement le motif pour en faire quelque chose qui exprime autre chose que la reproduction de la réalité, ce qui pour un Celte n'est pas intéressant du tout, mais exprime ce que l'artisan, l'artiste a envie de dire, et ce qui veut exprimer la puissance de l'œil, la puissance du cheval, qui peut être on peut imaginer que ce cheval sur ce cercle, c'est plus un char, mais c'est le cheval solaire, par exemple. Il y a une vieille tradition d'âge du bronze. Et puis vous voyez que cette monnaie des Parisis, on a un cheval avec une sorte de filet au-dessus de la tête qui a certainement une signification. Et là, j'adore cette monnaie, parce que là, on ne reconnaît plus, c'est plus une oreille, parce que ça ferait 3 oreilles, c'est plus une chevelure, on a carrément quelque chose qui pour nous ressemble à rien,
donc on ne sait pas interpréter, qui avait sans doute une signification pour les Celtes, mais vous voyez que là, on est dans un art qui n'a pas beaucoup d'équivalent dans l'Antiquité, surtout dans l'Antiquité classique. Alors, ça ne les empêche pas de s'amuser aussi à faire des choses plus complexes, c'est surtout pour ce vase-là que je vous ai présenté ça. Donc là, on peut retrouver des biches et un renard et un canard si on veut, mais vous voyez que là, l'artiste en est donné à cœur joie et il a complètement rempli la surface, permis plusieurs lectures, n'a pas distingué le fond de la forme et a complètement oublié les motifs qu'il voulait représenter au départ ou qu'il avait sous les yeux. Alors comment est-ce qu'on a pu, aussi tard, le XXe siècle, identifier l'art celtique comme un art? Eh bien en fait, vous voyez que ce que je vous ai montré, c'est assez loin de l'art classique, et l'art classique règne encore a régné en Europe au moins jusqu'au XIXe siècle de façon absolue. Alors j'ai repris un de ces dessins de Picasso qui montre comment un artiste qui pouvait faire absolument ce qu'il voulait de ses doigts était capable de décomposer un taureau, d'en faire un qui était quasiment une vue de la nature, il pouvait faire encore mieux bien sûr, et puis de le décomposer peu à peu pour guider le regard du spectateur, dire bon ça c'est un taureau, mais je vais vous montrer ce qui est important dans le taureau. Moi ce que je trouve formidable c'est les cornes, c'est la ligne entre les cornes et la queue cette espèce d'oblique qui coupe le taureau, et puis c'est ses attributs sexuels, et puis c'est etc. Et ça devient un taureau vu par Picasso, et il invite le lecteur à suivre son interprétation de l'objet qu'il avait sous les yeux. Là on est complètement dans la même mentalité que les anciens Celtes, et il y a un épisode qui est rapporté par beaucoup d'auteurs du XXe siècle qui dit que quand les Celtes sont arrivés à Delphes, puisqu'ils ont essayé de piller le sanctuaire, ils ont vu des statues grecques classiques représentant des corps magnifiques, idéalisés, et ils ont éclaté de rire. Ils ont éclaté de rire parce que pour eux, c'était absolument ridicule de reproduire l'homme tel qu'il était en enlevant les choses qui n'étaient pas très jolies et en gardant simplement la représentation en ronde-bosse d'un être humain ou d'un animal. Pour eux, l'art, c'est représenter la vision que l'on a de quelque chose et des choses importantes dans le motif. Mais le motif en soi n'a pas d'importance. Alors comment ça s'est passé? Alors d'abord, entre les deux guerres, Polyab Kopstal a écrit un manuel avec tout un recueil d'objets celtiques. C'est le premier qui a fait ça. Il est professeur à Marbourg en Allemagne, mais a quitté l'Allemagne pendant la guerre à cause des persécutions nazies. Je pense qu'en France, son ouvrage n'a pas été connu tout de suite, mais néanmoins, au musée Picasso, on a un article de Jacob Stahl dans une des revues du Modern Style des années 30. Ensuite, alors, il y a eu, après la guerre, le travail de Lancelot Linguiel sur l'art gaulois dans les médailles, qui a montré comment, en agrandissant ces médailles, en les étudiant de très près, elles correspondaient à un art original et pas simplement à une déformation des modèles qu'ils avaient suivis. Et alors du coup, il y a eu en 1955 à Paris, rue d'Ulm, au musée pédagogique, une exposition sur l'art gaulois qui a été tout à fait extraordinaire puisqu'elle a réuni justement des gens comme André Breton qui a fait un texte là-dedans et qui ont montré un petit peu comment on avait évolué grâce au surréalisme, grâce à l'intérêt pour l'art nègre, etc. On a réussi à dépasser l'art classique, la reproduction du réel, et à se dégager des modèles pour accepter des arts réputés jusque-là comme barbares. Alors quelques extraits du texte d'André Breton. D'abord, il cite deux vers de lignes d'Apollinaire qui sont de début de Alcool, publié en 1913. À la fin, tu es las de ce monde ancien, tu en as assez de vivre dans l'Antiquité grecque et romaine. Et effectivement, pour cette génération-là, ce qui n'est plus tout à fait la même idée que la nôtre, il fallait secouer un petit peu ce manteau d'art classique qui, malgré tout ce qu'on connaît de la peinture impressionniste et autres, était en train de se dégager, mais vous voyez que ça leur pesait. Et alors Breton dit que l'art de l'Afrique noire, des situations précolombiennes, etc., ça a aidé à s'en dégager, mais c'était quand même un peu un déracinement d'aller chercher ainsi loin des modèles, et que donc, grâce au travail de Linguiel, entre autres,
dans l'art celtique, on trouve quelque chose d'un peu plus proche, mais qui permet tout de même de se dégager de l'art classique. Alors ensuite, il décrit un petit peu comment, justement, cet art n'essaye pas du tout d'être réaliste, mais qu'il correspond tout à fait à l'expression d'une idée, à l'expression qui attire l'attention sur les éléments importants que voulait souligner l'artiste, qui a peut-être une signification religieuse, évidemment, que l'on a du mal à connaître, à identifier, mais qu'on est dans un véritable art, mais qu'on a découvert bien tard. Voilà, je vous remercie de votre attention. Et je suis prêt à vos questions. Merci beaucoup pour cette conférence passionnante qui, enfin personnellement, j'ai découvert un nombre de choses que j'ignorais totalement. Voilà, alors nous allons passer aux questions. Alors traditionnellement, et pour que ça se passe le mieux possible, je vous demanderai de poser vos questions courtes, sans faire une conférence, et d'autre part, on prendra, si vous le voulez bien, monsieur, 3 ou 4 questions qui seront posées aux conférenciers, et non pas, il ne répondra pas à une question, ensuite à la seconde. Donc, vous posez 3 ou 4 questions, et notre conférencier y répondra. Alors, Ah oui, alors, qui commence? Moi j'en ai une. Au tout début, au tout début de l'exposé, il y a eu, semble-t-il, un rapport entre les Celtes ou les précédents des Celtes, ou les suivants, je ne sais pas, et Uzès. Uzès. Oui. C'est pas loin d'Uzès, c'est à Uzès même, il y a eu des influences. Oui. J'ai écouté qu'Uzès. Oui, moi. oui. Alors, J'ai vu que dans vos cartes, au début, sur 2 diapos, on voyait la Turquie. On voyait la Turquie avec le Galate, ce qui correspond à l'équipe de foot de la Turquie, les Galates. Donc dans cette paroisse, on est en train de travailler l'épître de Paul aux Galates. Alors, est-ce qu'on est sûr que est-ce que ce sont les Celtes qui sont descendus dans cette région, ou est-ce que ce sont les colonisateurs grecs ou romains qui ont pris une tribu gauloise de style Astérix pour les amener en déportation dans ces régions? oui, oui, ma question est la suivante. Il y a du sabotage. Ma question est la suivante. Vous nous avez montré des tombes à chars, donc il y avait un char dans la tombe, et c'était des tombes immenses. Oui. Et de quelle dimension environ? Une dernière, peut-être pour un premier jeu, là. Oui, moi je viens de Fontvieille, donc près d'Arles, et il y a bien sûr les hypogées du Castellet, qui sont les hypogées néolithiques, mais il y a aussi, il y a aussi un oppidum qui s'appelle l'oppidum du Castellet, et il y a un habitat donc, qui est contemporain des hypogées, mais il y a aussi bien sûr
des habitats qui sont, ce qu'on dit, celto-ligures. Alors, comment s'est faite cette fusion entre les Celtes qui semblent venir du nord et les Ligures qui habitaient la région de la Méditerranée, le littoral méditerranéen, et qui venaient, semble-t-il, de Ligurie. Voilà. Oui. Ça fait déjà pas mal de choses. Oui, alors je vais répondre à la première et la dernière question d'abord, parce qu'elles se ressemblent. Alors j'ai parlé de Roquepertuse, qui est près d'Aix-en-Provence. Bon, c'est pas très loin de chez vous. Voilà, parce que en réalité, dans la tradition française de recherche, comment dire, le Languedoc notamment, surtout le Languedoc, a énormément travaillé, fait beaucoup de découvertes. Bon, les forces archéologiques à l'époque en France étaient surtout dans le Midi, et il s'est développé du coup une tradition archéologique du Midi et une autre du Nord. Et on a mis un certain temps à se mettre d'accord sur est-ce que... Alors en gros, c'était un peu des blagues entre collègues, mais dans le Nord c'est les Celtes, chez nous c'est autre chose, c'est des Ligures, c'est des Grecs, c'est tout ce qu'on veut. Donc ça c'était un peu un jeu de spécialistes. En réalité, par exemple, il y a un petit site vraiment celtique dans la commune de Marseille. Il y en a plusieurs sur le comment ça s'appelle, au sud de l'étang de Berre ou autour de l'étang de Berre. Donc en réalité, si vous voulez, les Celtes descendent jusqu'à la côte. Là, il y a des colonies grecques, comme Marseille, bien sûr, comme Latte, près de Montpellier. Et là, on est vraiment avec des Grecs qui sont installés. Mais l'étendue du territoire de Marseille, par exemple, grec, a toujours été relativement restreint. Ça ne les intéressait pas de coloniser la Gaule. C'était des gens qui étaient des commerçants surtout, des exportateurs, et qui ne cherchaient pas à coloniser le territoire. Alors, ceci dit, si on prend différents types d'objets, l'armement du Midi, de l'âge du fer, est celtique. Par exemple, à Anserune, qui est un gros oppidum vers Languedoc occidental, disons, voilà. Narbonne, voilà, je cherchais. Narbonne, ou Mont-Laurès, à côté. L'armement est celtique, la céramique est locale, les importations grecques sont évidemment très importantes. Donc il y a des influences grecques ou romaines importantes, suivant les périodes, mais on n'a pas de raison de limiter. Si vous voulez, la notion des Celtes est tout de même relativement floue. Vous avez vu la carte des noms de lieux, et c'est difficile de tracer des limites. Par exemple, les inscriptions en caractère grec dans des tombes, mais en langue celtique, sont toutes dans le Midi. Ce qui montre bien que ces gens parlaient celtique, tout en écrivant avec des lettres grecques. Donc voilà, la vie n'est pas facile. Donc ce n'était pas des coupures fortes. Simplement, cette coupure s'est un peu accentuée dans les années 70-2000, disons, parce que les équipes étaient différentes, les méthodes étaient différentes, les sources archéologiques n'étaient pas les mêmes, et qu'il y a eu deux développements parallèles. Mais j'en discutais hier avec Dominique Garcia, qui est prof à Aix, et qui a fait un très bon bouquin sur l'âge du fer dans le Midi méditerranéen. Et on s'est mis d'accord, ça y est, c'est quelque chose qui a été dépassé. Alors pour les Galates, donc les Galates, ce sont... Alors Galate en grec, c'est la même chose que Keltoi en grec ou que Gallie en latin. C'est exactement le même mot, simplement c'est des appellations dans des langues différentes et dans des contextes différents. Donc ces Galates, ce sont des Celtes qui viennent d'Europe de l'Ouest, on ne sait pas très bien d'où, et qui ont été appelés par un des successeurs d'Alexandre, ce qu'on appelle les diadoques, donc les généraux qui dominaient, qui se partageaient tant bien que mal l'Empire, et il a appelé des Celtes pour se battre contre ses voisins grecs. Et ces Celtes se sont installés, mais ils sont venus avec femmes et enfants, et ils ont demandé de la terre, entre deux batailles. Donc ils ont effectivement eu de la terre, pas très bonne d'après certaines sources, mais ils sont tout de même installés, et du coup, le successeur de ce diadoque a voulu les jeter dehors, et je ne sais pas si vous connaissez l'hôtel de Pergame, qui est conservé à Berlin, où on a justement toute une bataille entre les Grecs et les Celtes, et où les Celtes sont présentés comme des barbares, et donc toutes les statuaires grecques qu'on a en Italie ou en Grèce, au Capitole et autres, au musée du Capitole, montrent le Celte comme le barbare. En général, il est nu, il a juste un torque, un bouclier et une épée. Donc ça, c'est le mythe des Galates. Alors ce sont les Galates de la Bible, il n'y a pas de problème. Alors ce qui est amusant, c'est que les archéologues ont cherché vainement des objets celtiques en Turquie. En fait, les Celtes qui sont arrivés là se sont très vite, en une génération, intégrés au monde grec et se sont habillés comme les Grecs.
En revanche, on a des textes qui nous expliquent les organisations sociales ou militaires de ces Celtes qui sont typiquement celtiques, elles ne sont pas grecques. Donc ils gardent dans le combat, par exemple, leur formation, mais au niveau culture, ils sont complètement intégrés dans le monde grec. Alors, une question sur la taille des tombes. Alors, je n'ai pas la taille exacte en tête de chacune des tombes. Les tombes à char font en général à peu près 4 mètres sur 6 ou quelque chose comme ça. Les tombes de la période suivante avec les incinérations et les chenets au milieu sont plus petites. Elles font 2 mètres à 3 mètres de côté. Alors, pour la première période, elles sont abritées sous un tertre en terre et en pierre, qui peut être très grand, qui peut faire 30 à 40 mètres de diamètre. Pour la période plus récente, il n'y a pas de tertre, c'est simplement à plat. Et simplement, il y avait certainement quelque chose pour signaler la tombe, parce que les tombes se recoupent assez rarement. Donc les gens savaient où les précédents avaient été enterrés. Donc, nouvelle question, levez les bras, les mains. Monsieur, pourriez-vous nous parler de la valeur ésotérique de la représentation de la roue à rayons que l'on a aperçue tout à l'heure sur un des fourreaux d'épée et que l'on retrouve aussi sur les meubles traditionnels bretons et sur les pierres tombales au Pays Basque? Deuxième question. Pardon. Concernant les couleurs, vous n'avez pas du tout évoqué, on a vu les formes, on a vu des signes, mais est-ce que la couleur n'était pas représentée, soit par des différences de métaux ou de pierres ou d'ocre ou autre, et quand est arrivée la couleur dans tout l'art de cette époque-là? Il y a en Grande-Bretagne de larges zones où on pratique des langues d'origine celtique. Est-ce qu'en Irlande, au Pays de Galles ou en Écosse, on trouve beaucoup de restes archéologiques celtiques? Oui, question peut-être stupide, mais l'invasion de Rome au IVe siècle par les Gaulois, est-ce qu'il y a eu une influence quelconque sur l'art romain? Ou est-ce que c'est passé complètement neutre et ça serait simplement résumé à un sac de Rome, point? Alors, je vais peut-être déjà répondre à ça, parce qu'il y a beaucoup de choses. Alors, pour le disque avec les rayons, si vous voulez, c'est un symbole tellement simple, et vous en avez montré plusieurs applications, il y a peut-être des gens qui ont des idées, mais moi, j'en ai pas, parce que ça a été répété tellement de fois qu'on ne sait pas exactement, sur une monnaie, ou bien sur le fourreau de Hallstatt, ce que ça signifie. Alors, les gens ont dit, par exemple, certains ont dit que les deux personnages avec ce cercle, c'était les Dioscures, donc Castor et Pollux. Pourquoi pas, mais j'ai jamais trouvé d'argument massu. Si vous voulez, on ne peut. C'est un peu l'histoire du chapeau avec ses grandes oreilles. Quand on a ces corrélations, là, on peut dire bon, cette fois-ci, c'est un chapeau, il n'y a pas de problème. Et ça fait partie du personnage. Maintenant, ce que signifie ce chapeau, on ne sait pas. Mais alors, ce que ça signifiait pour les Celtes, ces formes en gouttes qu'ils reproduisent même dans le vide du casque de Tintignac, on ne sait pas non plus. Mais si vous voulez, ce qu'on peut dire simplement, c'est que ce sont des symboles. C'est pas complètement gratuit, c'est pas de l'art pour l'art, si je puis dire. Mais les identifier, c'est très difficile. Imaginez quelqu'un qui trouve un poisson dans une catacombe romaine, pour qu'il comprenne que ça signifie ictus et que ça désigne le Christ, c'est pas écrit dessus, si je puis dire. C'est quand même difficile. Alors les couleurs, c'est une très bonne question. Alors d'abord, dans la tombe de Hordor que je vous ai montré, il y a des tissus très nombreux. Il y en a un sur le sofa, il y en a un qui enveloppe le mort, il y en a un derrière, il y en a un qui sort du chaudron, et ces tissus sont colorés avec des bruns, des rouges, des bleus. Donc on a vraiment des
couleurs sur les tissus qui sont très importantes, mais c'est très rare qu'on trouve des tissus. C'est seulement depuis une trentaine d'années qu'on arrive à les conserver, à les identifier. En revanche, sur les objets, alors là aussi, il y a des couleurs très importantes. Le corail, et le corail rouge est tellement important qu'assez rapidement, les Celtes vont inventer ce qu'on a appelé de l'émail. D'après une de mes thésardes, c'est il faut dire du vert rouge, parce que c'est pas vraiment de l'émail, mais ce vert rouge, il a la même composition d'un bout à l'autre du monde celtique. C'est toujours le même. Donc, si vous voulez, ils ont remplacé le corail par l'émail pour avoir du rouge, et peut-être pour l'avoir moins cher, encore qu'eux-mêmes utilisaient du vert, faisaient des bracelets notamment, ce que vous ne faites pas du tout en Méditerranée, mais ne fabriquaient pas le vert. Le vert, on en a retrouvé près d'Ajaccio, dans un bateau romain, il était en bloc et le verre était exporté sans doute du Proche-Orient jusque dans le monde celtique. Mais visiblement, les couleurs étaient très importantes. Alors on a aussi des bracelets en verre, je ne vous en ai pas montré ce soir, qui sont violets, qui sont bleus, qui sont jaunes. On a également des bracelets en lignite qui sont noirs, et donc il y a visiblement un grand rôle des couleurs. Quant aux objets en bronze, le problème c'est qu'on les trouve verts, et probablement ils étaient jaunes. Et alors enfin, je ne vous en ai pas montré parce qu'on n'avait pas le temps. Il y a également des bijoux en or, assez nombreux tout de même, je ne sais pas, une cinquantaine peut-être. Et là, le bronze était peut-être utilisé pour imiter l'or, on ne sait pas très bien. Mais c'est clair. Alors, quand on voit un casque gaulois tout vert, il paraît exceptionnel. Quand on le voit tout jaune, on a l'impression d'un film à grand spectacle avec une casserole sur la tête. Vous voyez, donc nous, on est déroutés aussi par la couleur. Mais la couleur jouait certainement un rôle très important. Alors, en Grande-Bretagne, le problème de la Grande-Bretagne, c'est que à l'époque celtique antique, on a des objets originaux, on a des objets visiblement imités du continent, mais on n'a aucune preuve que ces gens-là parlaient celtique. Je crois que c'est Tacite qui dit que les gens du sud de la Grande-Bretagne ont une langue qui se rapproche du celtique, ceux de l'Est une langue qui se rapproche des germains, et je disais à mes étudiants, et ceux de l'Ouest d'une langue qui se rapproche de l'américain. Mais on n'en sait rien, enfin eux-mêmes n'en savaient rien, donc nous on est un peu désarmés pour dire quelque chose. Donc il y a des grandes discussions entre archéologues pour dire qu'il n'y avait pas de Celtes en Angleterre, que c'était des Anglais déjà. Alors les langues, évidemment, le problème c'est que les langues médiévales, si je puis dire, donc l'irlandais, le gallois, le manx et le breton, sont des langues celtiques, certes, ça, il n'y a pas de problème, mais on a beaucoup discuté pour savoir si c'était la même langue que le celtique ancien. Parce qu'en réalité, ça a été inventé par un abbé au XVIIe siècle, je crois, qui a dit que c'était la même langue, et en réalité, disons que c'est pas plus proche que l'espagnol de l'italien. Et en plus, on a très peu d'inscriptions celtiques antiques. En général, ce sont des tables de défiction, donc ce sont des sorcières qui attaquent quelqu'un ou qui au contraire défendent quelqu'un. Donc c'est des formules magiques. Donc il y a une formule magique, abracadabra, est-ce que c'est du celtique? C'est pas évident. Donc on est un peu désarmé pour comparer le celtique ancien et le celtique moderne. Bon, le spécialiste des langues celtiques actuellement en France, c'est son nom va m'échapper parce que je cherche. Ça fait rien, enfin bref, il y en a un. Par contre, des collègues archéologues qui sont moins linguistes que lui pensent que ce n'est pas la même langue. Lui, il pense que c'est tout de même globalement la même langue. Son nom va me revenir. Est-ce que j'ai répondu à tout? Alors, influence sur l'art romain. C'est une bonne question. Alors, d'abord, à l'époque où les Gaulois prennent Rome, il faut imaginer que Rome, oui, commence à exister, mais enfin, ce n'est pas une grande ville. L'essentiel de l'Italie, c'est les populations italiques, les Osques, les Ombriens, les Étrusques sont déjà sur le déclin, et si vous voulez, ils sont beaucoup plus proches des Celtes que les Romains. Et les Romains eux-mêmes ne sont pas tellement loin des Celtes. Donc, on ne peut pas déceler d'influence celtique vraiment sur l'art romain, ça je crois qu'on peut dire vraiment non, mais en même temps, par contre, on a vu simplement avec le personnage de Capestrano, qui ressemble tout de même beaucoup au personnage de Hordorf. Attendez, oulala, je me suis perdu là. Toc. Pour vous montrer un exemple. Le voilà, vous voyez celui qui est là.
Vous voyez, entre Capestrano, qui est ici, Ohrdorf et Hirschlanden, il y a tout de même des points communs évidents. Hein. Donc s'il y a des signes, je dirais, du monde barbare pour aller vite en Italie, ils sont locaux. Hein, les Celtes ont peut-être un peu influencé, mais bon, si vous voulez par exemple l'histoire des fourreaux, même s'ils sont arrivés avec des fourreaux en fer ou en bronze, les Romains ne les ont pas imités. Hein. Donc il n'y a pas eu de contact à ce niveau-là. Enfin, il n'y a pas eu d'influence dans ce sens-là. En revanche, si vous voulez, ce que démontre bien un certain nombre de collègues depuis quelques années, c'est qu'au premier âge du fer, il y a une espèce de communauté Méditerranée, Europe tempérée, Europe du Nord, qu'on connaît d'ailleurs dans l'île de Délos, où on a apparemment un culte à des personnages qui viennent de très haut dans le nord, mais on a aussi des objets. On a par exemple en Sicile quelqu'un qui est enterré avec une chaîne sur laquelle pendent des objets italiques, des objets grecs archaïques, des objets espagnols, des objets celtiques. Donc il n'y a pas une imperméabilité qui a été soulignée par les chercheurs tant qu'on a opposé la Méditerranée civilisée et les autres barbares. On n'a pas voulu voir que c'était beaucoup plus perméable que ça. Il y a en fait un dernier élément, et là aussi ça reprend la distinction midi de la France et nord de la France, c'est que je pense que la frontière climatique entre le climat méditerranéen et le climat atlantique ou atlantico-continental fait qu'il y a des choses qui sont forcément différentes. Quand vous êtes dans le TGV et que vous mettez 3 heures pour descendre, vous êtes en train de lire, vous relevez la tête, ah tiens, je suis en Provence. Bon, parce que les maisons ne sont pas les mêmes, la culture n'est pas la même, les collines sont déboisées, etc., etc. Et au niveau de l'architecture des maisons, au nord, on a des maisons à charpente, avec les murs qui sont en terre, et au sud, on a des maisons en pierre, avec une charpente qui est, excusez-moi, un peu expédiée. Heureusement qu'il y a des tuiles dessus pour qu'elles tiennent. Donc on a des mondes complètement différents, mais ça tient à des traditions qui dépassent largement les Celtes et les Romains, c'est des traditions ancestrales. Bien, on va reprendre un dernier petit jeu de questions. Il y en a une ici, et on va... Ok, je passe déjà la parole. Oui, dans notre région, nous avons beaucoup de statues menhirs. Vous n'en avez pas du tout parlé. Une autre dernière, et puis après on arrête là. Merci, bonsoir et merci. Je voudrais un petit conseil simplement, si vous pouvez nous aiguiller dans le coin, enfin pas trop loin, où est-ce qu'on peut voir un peu mieux ce que vous nous avez expliqué dans un musée. Alors, la première question, j'arrive pas à me relire. Les menhirs. Alors, je ne vous ai pas parlé des statues menhirs, parce que c'est un sujet énorme, depuis notamment les découvertes récentes, puisqu'on a trouvé des statues menhirs en place, hein, dans une sorte de sanctuaire qui est encore en cours de fouille. J'en ai pas parlé parce que c'est plus ancien. Hein, c'est essentiellement de l'âge du bronze. Et bon, alors je ne connais pas le détail. Alors, vous avez par exemple une statue à Avignon, au Rocher des Dons, qui pourrait être celtique, mais en fait on n'en sait rien, on n'a pas de contexte stratigraphique. Et donc les statues menhirs, c'est tout un programme, parce que là on est plus ou moins dans l'abstrait, on est dans le symbolique, mais est-ce que c'est un symbolique assumé ou est-ce que, je ne sais pas, hein, c'est un monde tout de même différent et qui n'a pas la complexité du vocabulaire celtique. Alors, ça commence au néolithique, hein, on en a déjà, par exemple, dans les dolmens du bassin parisien, on a déjà des représentations de ce genre. C'est pas non plus du paléolithique, hein, ça n'a pas la qualité des peintures que vous connaissez maintenant, mais ça ressemble plutôt à ce qu'on a sous les yeux. Là, c'est quelque chose comme ça. Hein. Mais on ne peut pas dire qu'il y a trop de trous entre les dates pour dire qu'il y a une influence des unes sur les autres. Simplement, alors effectivement, là aussi, non seulement vous avez les statues menhirs connues, mais vous avez toute une série de statues en Provence qui sont connues parce qu'elles ont été retrouvées dans les remparts d'un certain nombre de sites de hauteur fortifiés. Et ces statues ont été cassées en petits morceaux, donc si elles sont exposées, vous ne les voyez pas dans les réserves des musées. Mais il y a une phase aussi en Provence de statues
mais qui ont été détruites quand on a fait les premiers habitats à l'âge du fer. Oui, tout à fait, tout à fait. Alors bon, il y en a qui... Voilà. Alors là, il y en a, je n'ai plus en tête la chose, je n'ai pas révisé, comme on dit, mais il y en a qui sont datés de l'âge du fer, mais c'est tout de même pas une dominante. En tout cas, ce qui est intéressant, c'est que, alors il y en a qui sont sans doute plus anciennes, et il y en a vraisemblablement qu'on a daté plus bas. Parce que quand on a trouvé la statue du Glauberg ici, si je puis dire, tous les curseurs des collègues du Midi étaient de remonter leur statut d'un siècle ou deux, puisqu'on n'avait plus l'histoire de l'influence grecque et qu'on voyait que dans le monde celtique, alors il y en avait d'autres en Bavière, mais que les gens ne connaissaient pas parce qu'elles étaient un peu moches, mais là celle-ci, elle a fait le tour du monde, donc les gens se sont mis à remonter les datations des statues de l'âge du fer. Donc peut-être qu'un jour on aura la continuité complète entre les statues néolithiques, enfin les stèles néolithiques, les stèles de l'âge du bronze et les statuaires gauloises. Alors j'ai retrouvé le nom du linguiste, c'est Pierre-Yves Lambert. Pierre-Yves Lambert, si vous tombez sur les bouquins de lui, c'est quelquefois un peu compliqué, mais c'est vraiment le spécialiste. Il n'y a pas de successeur. S'il y a des candidats, ça serait très utile d'avoir au moins en France un spécialiste des langues celtiques. Alors pour les musées, alors on m'a dit que le musée de Nîmes avait été refait. Je ne sais pas si dedans, moi la dernière fois que je l'ai vu, c'était la version ancienne. Est-ce qu'il y a des pièces celtiques? Je pense. Le musée le plus pédagogique, c'est sans doute le musée de Latte, à côté de Montpellier, où vous aurez vraiment beaucoup de choses. Et puis, je ne sais plus dans quel... si vous voulez, en fait, souvent dans les musées, il y a une demi-salle celtique, pas toujours mis en valeur par le conservateur, qui a beaucoup d'autres choses à présenter. Donc il faut un petit peu... y faire attention ou être initié pour repérer des objets. C'est beaucoup moins dense. En Allemagne, vous rentrez dans n'importe quel musée de province, il y a toujours 3 ou 4 fibules qui se promènent, des torques, des machins, parce que chez les Allemands, l'âge du fer, c'est comme nous, je ne sais pas, le Moyen-Âge ou quelque chose comme ça, donc ils connaissent beaucoup mieux. Chez nous, on a tout cet apport qu'on n'a pas regretté, romain et grec, et c'est un petit peu caché derrière. Voilà, autrement, au musée de Marseille, vous avez le musée de la Bourse, dans lequel vous avez beaucoup de choses aussi qui sont très bien présentées. Et vous avez les statuaires de Roquepertus, par exemple, qui sont là aussi. Bien, merci beaucoup. Je crois que